que j'avais lu des livres cette année? Non, parce que je vous ai pas parlé lecture depuis le début de 2024 en fait. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Si tu ne me connais pas, moi c'est Goodnight Lullaby, je suis une autrice française de littérature queer. Tu peux retrouver mon road trip saphique Toi, moi et l'apocalypse aux éditions Ozu. Ça se passe pendant une apocalypse zombie. C'est super fun, super rock'n'roll, un peu gore. C'est le roman dont tu as besoin actuellement. Sinon, tu peux aussi retrouver mon travail dans l'anthologie Sorcellerie végétale avec la nouvelle La Night Marguerite, publiée chez l'Imaginarium. Et tu peux retrouver ma nouvelle Conseil d'abeilles dans l'anthologie Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère, chez Rajo. Cette fois, il n'y a pas de romance, mais on a un personnage principal lesbien et un personnage principal bisexuel. Celui-là, c'est de la fantaisie, on parle de plantes magiques, de sorcellerie, de rêves, de cauchemars. Et celui-là, c'est geek, on parle de voyage dans le temps, entre guillemets, on parle d'harcèlement scolaire et de militantisme. Bref, dans le coin, la thématique, c'est queer, que ce soit lecture ou écriture. J'ai donc décidé de faire un petit rattrapage et de vous parler des romans queer que j'ai lus depuis le début de l'année. Et on va s'arrêter que sur les romans parce que si on commence à parler romans graphiques et bande dessinée, on n'est pas sorti de l'auberge. Du coup, niveau roman, il y en a 11-12 je crois. Et comme j'ai une mémoire catastrophiquement catastrophique, je ne me souviens pas grand chose des premiers livres que j'ai lus cette année. Du coup, j'ai mes notes. Et mes notes, ce sont mes commentaires sur Goodreads. N'hésitez pas à me suivre sur Goodreads, on s'éclate bien là-bas. Donc du coup, si parfois mon regard est un peu fuyant et va vers le fond, si parfois t'as l'impression que je récite un texte, c'est parce que je suis en train de te lire ce que j'ai écrit sur Goodreads. Je suis obligée de le mettre, hein, parce que je l'ai lu, relu et relu pendant ces corrections éditoriales. Le premier livre que j'ai lu, c'est You're Not Supposed to Die Tonight de Kalynn Bayron, et j'espère bien prononcer son nom de famille, et son prénom d'ailleurs aussi. You're Not Supposed to Die Tonight, c'est l'histoire de Charity Curtis qui travaille dans un camp de vacances en été. Et en fait, c'est un camp de vacances qui est centré autour de l'horreur. C'est un peu comme une espèce d'escape room, d'escape game, où elle joue la Final Girl, c'est-à-dire la fille qui ne meurt pas, justement, à la fin des films d'horreur, celle qui survit. Et du coup, ils font peur aux personnes qui viennent dans ce camp, et c'est un énorme spectacle vivant. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui les bute pour de vrai. Dès le début, j'ai senti que ça allait pas le faire. Je pouvais pas dire pourquoi, mais je sentais, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Je me suis ennuyée tout du long du bouquin. Les personnages sont pas intéressants, la façon dont les dialogues sont écrits donne l'impression qu'ils parlent tous de la même voix. Les premiers blessés, premiers morts arrivent vers la fin, genre je dirais à peu près 70% du bouquin. C'est que des clichés du genre en fait, tout est prévisible. Le gore n'est absolument pas gore. La plume est oubliable. Il y a quelques passages qui sont assez drôles pour relever le niveau. Il y a Kalynn Bayron, elle a quand même un humour très sympathique, mais ça relevait pas grand chose. Et les méchants, à la fin, non. Et j'ai pas aimé l'épilogue non plus. J'ai ensuite lu The Spirit Bears Its Teeth de Andrew Joseph White. Il me semble que c'est dans ce sens-là. Oui, voilà, Andrew Joseph White. Mais on va en reparler. Le troisième roman queer que j'ai lu cette année, c'est Loathing You de Amina Khan. Et alors que je suis en train de regarder mon écran, moi je lui ai mis 2 étoiles. Et encore, je me trouve sympathique. Il est à 4.16 pour 2105 notes. Et je trouve que ça les vaut pas du tout. C'est censé être de la dark romance queer. Je savais pas que c'était de la dark romance avant de me lancer là-dedans. J'ai trouvé la couverture super jolie, donc je me suis lancée dedans. J'aurais peut-être pas dû. C'est l'histoire de Juliette et Adaline qui se détestent. C'est à peu près tout. Juliette est pétée de thunes. Voilà. Et elles se détestent. Jusqu'à tomber amoureuses, évidemment. Mais en gros, c'est ça l'histoire. Adaline et Juliette se détestent. J'aime beaucoup le Enemies to Lover, mais faut m'en donner un petit peu plus. Alors il me semble que c'est une dark romance qui a été écrite sur Wattpad avant d'être publiée, et je ne sais pas si cette publication est de l'autopublication ou de la publication traditionnelle. Je me suis pas renseignée là-dessus, j'en sais rien. Il me semble aussi, et ça c'est important pour ce que je vais dire après, que l'autrice était très jeune, voire même il me semble mineure quand elle a écrit cette histoire avant de la publier une fois majeure, et elle devait avoir 18-19 ans quand elle l'a publiée. Le premier point qui est assez en désaccord avec ce qu'on peut lire parfois dans les mauvaises notes sous ce livre, c'est que j'ai trouvé que la plume était pas si dérangeante que ça. Ça allait, franchement c'était pas si mal écrit. Et d'ailleurs je trouve que le côté Wattpad ne se ressent pas plus que ça. Ça veut pas dire que le livre est bon, hein. Il est pas mal écrit, c'est tout. Il y a des passages qui sont rigolos, des passages qui sont drôles, des passages qui sont touchants. Il y en a même certains qui sont même très bien écrits. C'est pas tout le texte, mais c'est bon à souligner quand même. Malheureusement, c'est une histoire classique de Enemies to Lover et même de plutôt Bullies to Lover.
harcelé, enfin harceleuse, harcelée. Ce qui est pour moi un problème en soi parce qu'en fait j'en ai ras-le-bol de cette troupe et j'en ai ras-le-bol de cette troupe dans le queer en fait. Je suis fatiguée qu'on prenne toujours autant à la légère la queerphobie et le harcèlement scolaire. Je veux dire, le premier exemple qui peut me venir en tête, la première chose dont je me souviens, donc je suis en train de lire mes notes là, au bout d'un moment un professeur force Juliette et Adaline à collaborer. Et devant le professeur, Juliette profère une insulte homophobe super virulente. Je me souviens plus de ce que c'était, mais je me souviens que ça m'a choquée. Et à ce moment-là, le professeur ne se dit peut-être pas que l'idée est mauvaise et qu'il faudrait protéger Adaline, du coup. Il y a des tas de façons de parler d'homophobie intériorisée, puisque c'est le cas de Juliette, la discussion autour du personnage de Juliette. Mais j'aime pas cette façon-là de faire. En parlant du personnage de Juliette, je suis d'accord qu'il faut donner des défauts à son personnage. Et elle et Adaline en sont blindées. Mais Dark Romance ou non, briser la main de quelqu'un, c'est pas sexy. C'est littéralement un passage du livre où Adaline voit Juliette menacer une fille et lui briser le poignet. Et elle dit qu'elle mouille dans sa culotte. Faire renvoyer des élèves en cachant de la drogue dans leur casier juste parce qu'ils se sont approchés un petit peu trop d'Adaline, c'est pas forcément mieux non plus et ça me donne pas forcément envie de soutenir un tel personnage. Ça fait d'elle d'une terrible personne dont il ne faut surtout pas s'approcher en fait. En règle générale, les révélations plot twist sont too much. Il y a beaucoup trop... je sais pas comment m'expliquer ça, mais en fait j'ai rien contre le fait de parler de trauma, de parler de, voilà, de ce que peuvent traverser les adolescents, les adolescentes, tout ça. Mais au bout d'un moment ça faisait... Wattpad, c'est-à-dire que ça faisait trauma sur trauma sur trauma sur trauma, révélation sur révélation sur révélation pour faire en sorte que tu continues au chapitre suivant, pour que tu reviennes et que tu te reconnectes et que tu mettes ton like et ton commentaire. Ça faisait too much. Et enfin, parlons bien, mais parlons cul. Je ne lis pas les scènes de sexe dans un livre. Donc je peux pas vous dire si ces scènes de sexe sont bien écrites ou pas, puisque je sautais des pages. Je peux vous dire, c'est qu'elles sont nombreuses. Elles sont très longues, parfois même plusieurs chapitres. Tout elles mettent en scène une mineure. Moi, je suis tout à fait d'accord pour parler de sexe entre ados. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que Amina Khan était mineure quand elle a écrit ce texte. Maintenant, moi, en tant qu'adulte, en tant que personne du coup de plus de 18 ans, beaucoup plus que 18 ans, mais en tant que personne adulte, je n'ai pas envie de lire un porno super décrit entre deux adolescentes. On parle d'utilisation de sextoy. On parle un petit peu aussi de fait d'avoir une position de domination pendant l'acte sexuel. Il y a aussi des phrases, parce que de temps en temps, je les lis pas, mais de temps en temps, quand tu tournes les pages, quand tu cherches, et ben tu vois des trucs, voilà, dis que t'es ma salope. Et je dis pas, j'en sais rien, j'ai pas envie de connaître la vie sexuelle des adolescentes de votre entourage. Je pars juste du principe que moi, en tant qu'adulte, j'ai pas à lire ça. Il y a quand même quelque chose de dérangeant de connaître la vie sexuelle en détail, de manière très décrite et très visuelle, de deux adolescentes. J'ai ensuite lu The Taking of Jake Livingstone. J'ai mis 3 étoiles, j'ai pas trop accroché, mais je pense que c'est parce que j'étais pas dans le bon mood pour lire ce roman. Jake Livingstone, c'est l'un des rares enfants noirs dans son lycée de blanc. C'est un peu un des losers du lycée, il a un grand frère qui est très populaire, il vit dans l'ombre de ce grand frère. Et surtout, le problème de Jake Livingstone, c'est qu'il voit les morts. Tout le temps. Tout le temps. Il voit des fantômes littéralement partout. Et jusque-là, il arrivait à peu près à gérer le truc parce que ses fantômes étaient inoffensifs. Mais il commence à voir le fantôme de Sawyer, un jeune homme qui a commis une tuerie dans son lycée quelques années auparavant, avant de se suicider. Et ce fantôme commence à hanter Jake, de manière très violente. C'est un texte intéressant qui parle de violence, de racisme, qui parle d'un adolescent noir dans le placard. Ça parle d'harcèlement scolaire, de tuerie dans les écoles. J'ai même mis un trigger warning sur les violences domestiques et les violences sexuelles. Donc c'était un livre qui parlait de sujets quand même assez graves et j'ai marqué en tout cas dans mes notes que ça en parlait bien, en tout cas de mon expérience et de mes connaissances. Moi j'avais pas l'impression que c'était mal fait. Maintenant après il y a peut-être d'autres personnes concernés par certains de ces sujets qui l'ont lu ou qui le liront et qui diront le contraire. J'aime aussi beaucoup la relation entre Jake et Alistair, parce qu'au bout d'un moment ils se trouvent un petit copain. Vraiment drôle ensemble, franchement c'est tout mignon, les dialogues sont super sympas. Mais en dehors de ça, ça m'a pas énormément parlé. Et en fait je pense que c'est parce que je n'arrivais pas à comprendre l'univers dans lequel circulait Jake. J'avais énormément de mal à comprendre comment fonctionnaient ces fantômes, ces esprits, ces ghouls. Il me semble qu'ils utilisent les 3 termes. Pour moi, la logique de l'univers n'était pas logique, n'était pas cohérente, n'était pas bien construite. Et j'arrivais pas à rentrer dedans parce que j'arrivais pas à comprendre
comment ça fonctionnait, comment fonctionnait ce pouvoir de divination qu'il avait, comment fonctionnaient les règles entre les morts et les vivants, comment fonctionnaient les règles des morts, qu'est-ce qu'ils étaient vraiment, parce qu'on nous explique que des fois ils sont coincés dans des boucles temporelles, dans tout ça, et c'est... Moi, j'ai pas compris. Je sais pas si ça venait du livre ou si ça venait de moi, mais du coup j'ai pas compris, et c'est quand même une part très importante du roman. Donc du coup c'est pas passé. Ensuite j'ai lu Quelqu'un se souviendra de nous de Nadège Darocha. Quelqu'un se souviendra de nous, c'est une réécriture mythologique qui met les femmes en avant et qui va parler de la colère des femmes, de Woman Rage. C'était ça le mot que je cherchais, Woman Rage. Qui commence à devenir un petit peu un genre littéraire que j'aime beaucoup. En gros, c'est Pandore qui veut se venger de Zeus et des autres dieux qui l'ont maudit, condamné. Elle va se retrouver aux côtés de Méduse et d'Arachné, et de Galatée, il me semble. Faudrait que je redescende plus loin dans mes notes, mais il me semble que c'est ça. En gros, c'est des meufs badass et en colère qui ont décidé d'aller poutrer du dieu. Mes connaissances en mythologie sont au ras des pâquerettes. Je connais pas grand chose. J'en lis pas beaucoup, ça m'a jamais vraiment très intéressée. Pour tout ce qui est de la mythologie, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau réécriture mythologique. Maintenant, pour suivre Nadège depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, pour avoir pas mal parlé avec elle, j'ai l'impression que Nadège sait de quoi elle parle. C'est une impression peut-être, mais j'ai l'impression qu'elle sait très bien de quoi elle parle. Nadège a une plume enchanteresse. Elle écrit vachement bien, il y a beaucoup de poésie dans son texte. Il y a des phrases qu'on a envie de repartager partout, de hurler. C'est vraiment au niveau de la plume, c'était pour moi ce qu'il y avait de plus intéressant, parce que évidemment, comme je viens de le dire, la mythologie c'est pas forcément mon truc. Donc vraiment la plume fait qu'on veut rester, qu'on s'attache au personnage, mais c'est également qui fait qu'on s'attache au texte et à l'objet livre. C'était trop bien. Je saurais pas comment expliquer plus. La plume était incroyable et c'est vraiment ça qui m'a fait rester. C'est doux, c'est dur à la fois, et il y a beaucoup de poésie. Toute la force de l'autrice et de l'écriture réside vraiment dans chacune des phrases. Ce sont des personnages passionnantes, attachantes, super fortes, et pour autant elles ne sont pas parfaites, elles sont pleines de défauts. On parle de vengeance et de colère féminine, mais on parle pas de femmes parfaites. On parle et on veut des femmes badass, mais qui se plantent parfois, qui apprennent, qui sont quand même overwhelmed par leur envie de vengeance. Je retrouve pas mes mots aujourd'hui. Submergées par ce besoin de vengeance, qui tombent, qui apprennent et qui se relèvent. Et j'ai rajouté dans mes notes que, encore une fois, oui, je n'y connais rien en mythologie, mais que ça m'a pas empêché de suivre et de comprendre ce qui se passait. Je vais ensuite vous parler de Alerte Tartelette, de Jo Riley Black. C'est de la jeunesse et c'était trop bien. Alerte Tartelette, c'est l'histoire de Oran et Orion, qui sont deux petits Pégases, et qui intègrent l'école des Sabots Glorieux pour devenir membres de la garde royale. Donc Oran et Orion vont devenir des élèves à l'école des Sabots Glorieux, et il se trouve que à l'école des Sabots Glorieux, en ce moment, il y a la princesse du royaume, et que la princesse du royaume, elle est peut-être un petit peu dans la galère, et qu'elle a besoin de ses nouveaux amis pour l'aider, pour la sauver. Oran et Orion ont deux mamans. Il est même dit par Oriane qu'à un moment elle avait un petit crush sur sa voisine, il me semble, sa voisine ou une amie, mais qu'en tout cas elle a eu un petit crush sur une autre petite ponette. Oran est également un petit poney, un petit Pégase en fauteuil roulant. La plume de Jo Riley Black est hilarante. C'est vraiment un bouquin super drôle à lire. C'est bien écrit, c'est intelligent, ça ne nivelle pas par le bas. C'est-à-dire que oui, les enfants ont de plus en plus de mal à lire, les enfants lisent de moins en moins pour des raisons, plein de raisons. Et oui, c'est bien qu'il y ait tous les niveaux de lecture pour permettre justement à tout le monde de découvrir la lecture. Mais non, il ne faut pas non plus prendre les enfants pour des idiots, des idiotes. Il ne faut pas non plus leur dire tiens, t'as un texte facile parce que tu n'y arrives pas. Il faut leur donner des beaux textes, il faut leur donner des textes travaillés et des textes pour elles, et des textes qui leur donneront envie de lire, et j'espère vraiment que ce sera le cas d'Alerte Tartelette, parce que c'est le cas d'ailleurs d'Alerte Tartelette qui est sorti depuis un petit moment déjà, et c'est plein d'illustrations aussi qui sont très belles. J'adore les illustrations de ce livre. Même quand les illustrations ne sont pas là pour soutenir notre imagination, le texte n'a aucun mal à être coloré et visuel. Il y a des jeux de mots dans tout le bouquin, c'est trop drôle. J'ai ensuite lu Gwen and Art Are Not in Love, j'y ai mis 3 étoiles et j'ai même pas laissé de commentaires. C'était pas extraordinaire, 3 étoiles parce que je sentais que c'était pas mauvais, mais ça m'a vraiment pas parlé quoi. Et pourtant il y a une de mes tropes préférées qui est le fake dating. En gros c'est l'histoire d'un futur roi Arthur, prince Arthur, pas celui qu'on connaît, même si on en parle quand même pas mal, il est descendant du roi Arthur. C'est une réécriture, d'accord? Il n'est pas
C'est une réécriture avec beaucoup de liberté. Mais donc du coup, il est descendant de ce roi, il va très certainement devenir roi, en tout cas il me semble, et il y a un mariage arrangé avec une princesse qui s'appelle Gwendoline. Le problème c'est que Gwendoline, son truc c'est les femmes, et que Arthur, son truc c'est les mecs. Et en fait ils se détestent tous les deux, genre vraiment ils peuvent pas se piffrer, ça fait des années qu'ils se connaissent et ça fait des années je crois qu'ils savent de toute façon depuis pratiquement leur enfance qu'ils vont être mariés à un moment donné. Ils se sont pas beaucoup rencontrés mais à chaque fois ça a été une catastrophe, ils s'emmerdent l'un et l'autre, bref ils peuvent pas se voir, ils se détestent et malheureusement ils vont être obligés de passer du temps ensemble et en passant du temps ensemble ils se rendent compte que bah Gwendoline est intéressée par les filles et que Arthur est intéressé par les mecs et du coup ils se disent bah en fait on n'a qu'à se marier, tout simplement. On n'a qu'à se mettre en couple et puis toi tu iras voir les mecs qui t'intéressent et moi j'irai voir les filles qui m'intéressent et comme ça et ben, on garde bonne figure pour le royaume et bah, puisqu'on s'aime pas de toute façon on s'en fout. C'est donc l'histoire de cette amitié au travers du fake dating qui va grandir mais également de leurs amours respectifs, Gwendoline avec une femme dont je me souviens plus du nom et Arthur avec un mec dont je me souviens plus du nom. Je me rappelle avoir été vachement prise de court par l'écriture. Je trouvais que l'écriture était beaucoup trop moderne, ça venait peut-être de la traduction, j'en sais rien, mais beaucoup trop moderne par rapport à l'univers qu'on essayait de me vendre. Et je peux comprendre que ce soit une prise de position, et c'est une prise de position, je suis pas contre en soi, parce que des fois ça facilite aussi le texte, mais là c'était too much et j'arrive vraiment pas à rentrer dedans. Et je pense que la majorité du problème est venu de ça. J'arrivais pas à rentrer dans la plume, dans l'histoire à cause de l'écriture. Pas catastrophique, hein, il y a des passages qui étaient assez drôles, mais ça m'a pas transcendé non plus. J'ai ensuite lu Les Seigneurs de Bohème de Estelle Faye. Je suis désolée. C'était trop bien, j'ai mis 4 étoiles. Maintenant, pour ce qui est de vous en parler, il se passe énormément de choses dans ce bouquin. Il y a énormément de personnages. Beaucoup d'entre eux sont queer, c'est pour ça que du coup c'est dans cette vidéo. Même si justement on n'est pas centré là-dessus non plus. Mais je saurais pas, parce qu'il se passe énormément de choses dans ce livre. En gros, c'est un royaume, le royaume de Bohème. Et on sait dès le début que ce royaume va s'effondrer. Il va se passer quelque chose, ça va être la fin de ce royaume. Et on commence à suivre plein de petits personnages, plein de personnages qui sont plus ou moins la raison de cet effondrement, plus ou moins les victimes de cet effondrement. Bref, il y en a plein qui sont très intéressants. Là, de tête, je peux rien vous dire parce que je me souviens de très peu de choses. Je me souviens à peine de leur prénom. J'ai mis énormément de temps à lire ce livre parce qu'il était très complexe pour moi. Je sais pas si c'est considéré comme de la high fantasy, mais moi la high fantasy c'est très très compliqué parce que j'ai des problèmes de concentration quand je lis, des problèmes de concentration en règle générale. Et donc du coup, c'est vrai que c'est pour ça que je suis beaucoup plus souvent dans le young adulte que dans l'adulte, parce qu'il y a quand même cette barrière entre le young adulte et l'adulte, où dans le young adulte on essaye encore de rester quand même assez simple dans le world building et dans ce genre de choses, qui moi me facilite la lecture et qui moi me permet d'affirmer que j'adore la fantasy, la fantasy surtout, et le fantastique, l'imaginaire. Et en fait il y a cette barrière qui fait que je veux passer dans l'adulte, mais qu'il y a un truc dans mon cerveau, ça marche pas. Ça marche pas. C'était très bien, c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé la plume. Mais là du coup, entre ça et ma mémoire, je peux pas vous parler de grand chose. Je vous invite fortement à le lire, je ne sais pas si je lirai la suite. Ce tome 1 en fait m'a été offert, donc je sais pas si j'ai aimé ça au point de m'offrir la suite. Je peux même pas vraiment lire le résumé parce que le résumé dit pas grand chose sur ce qui se passe. Je vous jure qu'il se passe plein de choses et des choses très intéressantes. Je vous en supplie, croyez-moi, lisez ce livre, c'était trop bien. Je lui ai quand même trouvé quelques défauts, du coup je vais revenir sur mes notes. J'ai trouvé que du coup il y avait trop de personnages, première étape. Il y en a des très intéressants, mais il y en a des qui m'intéressaient beaucoup moins. Et donc du coup, quand on arrive au passage qui se concentre sur ces personnages-là, c'est un peu moins intéressant. Pendant un très long moment, en fait, on se demande... Bah en fait, pendant pratiquement tout le bouquin, je me demandais, mais où tu veux m'amener? Genre, je sais qu'on va parler de l'effondrement de ce royaume, mais où est-ce que tu m'amènes? En fait, j'avais l'impression de lire plein de petites nouvelles, plein de petites histoires de ces personnages qui vivaient leur vie, sans que forcément ça s'entrecroise, et où je me disais, mais... où tu veux en venir? Où est-ce que tu m'amènes? Et donc du coup, ça amène au troisième problème, qui est un problème que j'ai beaucoup du coup dans la fantasy.
C'était un problème qu'il y avait aussi dans le Prieuré de l'Oranger par exemple. Je me souviens plus si j'en avais parlé dans ma vidéo du Prieuré de l'Oranger. Mais c'est que du coup ça monte, ça monte, ça monte, on t'explique plein de trucs. Et puis quand t'arrives le dénouement final, emballer c'est pesé, en quelques chapitres même pas c'est terminé. Et ça va un petit peu vite du coup. Du coup ça donne l'impression que le livre souffre d'un problème de rythme, alors qu'en fait c'est pas forcément ça, mais ça donne cette sensation. Tout tombe d'un coup à la fin, bien trop vite, et les actions s'enchaînent et moi je m'y retrouve plus. En dehors de ça, ça restait une bonne lecture. J'ai marqué longue et fastidieuse, mais la plume est intéressante et entraînante. Elle sait faire rire aux éclats, larmoyer et dégoûter aussi parfois. Ouais, il y avait des descriptions des passages qui étaient un peu dégueux. Et même au niveau des personnages. C'est pas tous des bonnes personnes. D'ailleurs, la plupart ne sont pas forcément des bonnes personnes. Les personnages sont tous intéressants, on a tous envie de les suivre et d'apprendre à les connaître. Ils ne sont pas parfaits et ils ont tous une quête qui donne envie de rester près d'eux, de les voir réussir comme ratés et de les voir devenir l'ombre d'eux-mêmes. Voilà. Tomber, grandir, devenir puissant pour le meilleur mais surtout pour le pire. On apprécie aussi cette ribambelle de personnages queer. Il y a quelque chose d'addictif dans cette lecture. Ensuite lu Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin. Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines, c'est l'histoire de deux boutiques de thé dans un royaume qui se font la guerre depuis un petit moment déjà. Et ces deux boutiques de thé sont tenues par une famille qui ont des filles, et donc du coup ces deux filles se détestent. C'est une rivalité de qui a le meilleur thé, mais c'est également une rivalité qui va un peu plus profondément dans des secrets de famille. Le problème, c'est que leurs thés sont pour les deux boutiques très connues dans le royaume et surtout ils sont bu par la reine. Reine qui est empoisonnée. Du coup le château appelle ces deux jeunes femmes qui s'appellent Isabelle et Andarina. C'est ça. Du coup le château appelle ces deux jeunes femmes qui s'appellent Isabelle et Andarina et leur disent écoutez, on sait très bien que le thé empoisonné c'est pas vous, maintenant il nous faut un coupable. Donc soit vous trouvez le coupable, soit on vous fait tomber pour le meurtre de la reine. Et au final, elles vont découvrir un coup d'état, des coups montés, bref, c'est pas juste une histoire de thé. Et c'est aussi l'histoire de deux jeunes femmes qui se détestent et qui tombent amoureuses l'une de l'autre. J'ai passé un super moment, les révélations sont super sympas, la plume est très bien écrite, la plume est super, la plume est très bien écrite, la plume est super, les personnages sont super attachants, les dialogues sont drôles, les pics qu'elles s'envoient sont drôles ou piquants, ou alors des fois même on se dit ouh t'es allé un petit peu loin. Elles sont toutes les deux, enfin pas adorables mais oui très attachantes et oui j'ai accepté et je pouvais accepter sans problème le fait qu'elles tombent amoureuses l'une de l'autre en réalité. J'ai ensuite lu, oui je viens de mettre la lumière, je trouvais que c'était vachement sombre, j'ai ensuite lu Bookshops and Bone Dust de Travis Baldree qui est un tome préquel de Legends and Lattes que j'avais adoré. Alors entre les deux je pense que j'ai préféré Legends and Lattes mais c'est la même chose en fait. Il se passe rien et c'est trop bien. Bookshops and Bone Dust, c'est l'histoire de Viv qui, après avoir été blessée lors d'une bataille, doit rester alitée ou en tout cas rester se reposer dans une petite ville. Elle s'emmerde comme un rat mort, du coup elle décide de se balader et elle tombe dans une librairie. La libraire qui est une espèce de bestiole mi-rat, mi-je sais pas quoi. J'ai pas trop compris pendant ma lecture à quoi elle ressemblait, du coup je vous laisse regarder la couverture. Mais en gros cette créature lui donne un livre en disant bah tiens puisque tu t'ennuies lis, et Viv se découvre une passion pour la lecture et du coup elle décide d'aider cette librairie qui est en train de tomber en lambeaux en fait, qui va fermer parce que c'est la fin des haricots, il n'y a plus d'argent qui rentre, plus personne ne lit, le bâtiment se casse la gueule, il n'y a pas forcément de nouveaux livres qui arrivent, vraiment c'est la fin. Et Viv décide d'aider tout simplement la propriétaire de cette librairie à refaire fleurir son business. Et entre temps elle va tomber amoureuse de la pâtissière. C'était la pâtissière, je sais plus, je crois que c'est la pâtissière d'une autre créature féminine dans cette ville. Et c'est pas qu'il se passe rien, parce qu'en fait je pense qu'il se passe quand même beaucoup plus de choses que dans Legends and Lattes. En fait c'est de la cozy fantasy, c'est-à-dire que c'est juste fait pour être cozy, confortable, et voilà. On n'est pas sur de la high fantasy avec des guerres, avec des morts, même s'il y a des blessés. Et un mort, il me semble, dans Bookshops and Bone Dust, je me souviens plus. Mais c'est vraiment très calme. Au final, on oublie presque qu'il y a toute une histoire avec des nécromancers, qu'il y a toute une histoire avec une espèce de bataille.
parce qu'en fait tout ce qu'on veut savoir c'est Viv qui lit des livres, qui lit parfois même des livres avec des scènes de sexe et c'est assez drôle, qui lit des romances, qui lit des aventures, qui lit de la fantaisie et qui devient complètement fan de ces bouquins et qui, à côté de ça, eh ben, aide une librairie à se remettre sur pied et tombe amoureuse de la pâtissière. Il me semble que c'est la pâtissière. Au final, limite, on s'en moque de l'intrigue principale. Tout ce qu'on veut, c'est voir Viv découvrir la lecture et être trop mignonne avec son amoureuse. Et enfin, j'ai lu Hell Followed With Us par Andrew Joseph White, donc le même auteur que The Spirit Bears Its Teeth. Et la raison pour laquelle je ne vous ai pas parlé de The Spirit Bears Its Teeth, c'est parce que j'ai trouvé ce livre absolument incroyable, mais comme c'est le deuxième livre que j'ai lu, je m'en souviens plus. Et j'ai pas pris de note dessus, à part dire sur Goodreads que c'était un livre incroyable. Du coup, je peux pas vous en parler parce que quand je lis le résumé, je me souviens à peine du livre. Il y a un problème là-haut. Ce que je me souviens, c'est qu'on suit un jeune homme transgenre et autiste, et dans un monde avec des fantômes, avec comment dire, un centre de rééducation pour femmes, pour les femmes qui se comportent pas bien, comme on envoyait les femmes à l'asile dès qu'elles étaient un peu féministes ou dès qu'elles suivaient pas leur mari ou ce genre de choses. Andrew Joseph White parle au travers de ces personnages masculins transgenres également de la cause de la femme et de la façon dont les femmes sont traitées dans ces univers. Mais donc du coup voilà, je me souviens pas de grand chose de The Spirit Bears Its Teeth, à part je me souviens d'une histoire avec un lapin. Un lapin, je sais, en fait c'est une métaphore le lapin, je sais plus si c'était pour parler de l'autisme du personnage principal qui s'appelait Silas. Je sais plus si c'était pour parler de son autisme, son anxiété, ou en règle générale que c'était une métaphore de son état d'esprit, de comment il se sentait et des répercussions de son état d'esprit sur son corps, voilà, les réactions physiques, les symptômes physiques. Mais il parlait de ce lapin dans sa poitrine ou dans son estomac qui faisait du bruit, qui lui faisait mal, qui grignotait, qui disait des choses, et je me suis beaucoup reconnue dans cette histoire de lapin. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Par contre, je viens de terminer il n'y a pas très longtemps Hell Followed With Us, donc je peux un peu plus vous en parler. C'est l'histoire de Benji, Benji qui a grandi dans une secte. C'est un univers où il y a des monstres, des espèces de créatures, il y a une espèce de virus qui attaquait tout le monde, et il y a des monstres, et il y a cette secte qui pense que c'est le vouloir de Dieu que les humains soient éradiqués par ces monstres pour qu'en fait les impurs soient tout simplement éradiqués. Et il ne s'agit pas que de ça, il s'agit d'avoir fait de Benji l'arme qui éradiquera l'espèce humaine. Ils ont injecté en Benji, je sais pas comment ça s'appelle, comment ça pourrait le traduire en français, the flood, l'inondation, je suis pas sûre. Mais en gros, Benji est en train de se transformer en l'un de ces monstres, et Benji est là pour aider cette secte, alors qu'il n'en a aucune envie, à détruire le monde et à tuer des milliers d'innocents. Du coup, Benji parvient à s'échapper et il croise la route de Nick, un jeune homme autiste. Benji est transgenre d'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit. Mais donc du coup, il croise le chemin de Nick. Nick qui est le chef de là où il est, du petit groupe, de la petite Found Family qu'il a créé. Et ce groupe en fait veut buter les monstres, veut buter la secte de Benji, et donc s'il apprend qui est Benji, bah voilà, voudra très certainement buter Benji. Mais le truc c'est qu'en fait Benji il découvre que la famille de Nick, en fait ils sont tous queer, et tout le monde accepte Benji pour qui il est, en dehors du monstre, tout le monde le voit comme un garçon. Tout le monde le traite comme un garçon, il est un garçon, il peut enfin être le garçon qu'il est vraiment sans craindre. Mais Benji est en train de se changer en monstre et Benji devient de plus en plus dangereux. Qu'est-ce qui va se passer quand tout le monde va se rendre compte de qui il est, sachant que la secte cherche à le récupérer violemment. C'était trop bien, c'était beaucoup trop bien. J'adore les histoires de vengeance queer. Voilà. J'adore quand on parle de la colère queer. En fait, quand on parle de romans queer, j'ai l'impression d'avoir deux camps. C'est soit le tout doux, tout fluffy, soit on parle de trauma pour faire du trauma et du trauma pour te dire, vous voyez, il souffre.
Et en fait, moi, j'ai rien contre les deux, quand c'est fait correctement. Mais en fait, des fois, quand on parle de trauma, on peut aussi parler de personnages en colère. Et de personnages qui ne sont pas parfaits. Et qui vont, du coup, gérer cette colère de manière imparfaite. C'est de l'horreur. Et l'horreur queer, j'adore. Il y a des scènes dégueulasses. Il y a des scènes où je me disais, ah, tu veux vraiment lire ça juste avant de manger? C'est une histoire qui est aussi tendre qu'elle est gore. Elle est aussi mignonne qu'elle brûle à l'intérieur. Les personnages se trahissent, les personnages se mentent, et pourtant, ils s'aiment. Ils sont une famille. Il y a une trahison que j'ai vue venir à 15 km, et il n'empêche que même en l'ayant vu venir à 15 km, quand elle est arrivée, j'étais en colère. Et j'ai compris la colère de Benji. Et les personnages sont super. Que ce soit Nick et Benji. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages de Salvador et de Erin. Salvador qui utilise un néopronom que je ne sais pas prononcer ni traduire. C'est XE, il me semble. Voilà. Ça fait du bien de voir des néopronoms dans les textes. Et on se rend compte que oui, la première fois c'est un peu... Voilà, on n'a pas l'habitude. Mais que bah, à la fin du livre, on s'en rend même plus compte en fait. Parce que bah... Parce que bah, on s'en rend plus compte en fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en faire tout un plat? C'était aussi beau que c'était laid. Franchement, il m'en faut une centaine de comme ça. Je pense que je vais vraiment suivre la carrière de Andrew Joseph White d'assez près. Même si... Alors je sais pas si le livre est déjà sorti ou si c'est son prochain livre. Mais il me fait pas trop envie celui-là. Il sort le mois prochain en septembre. Il s'appelle Compound Fracture. Et je sais pas, celui-là il me... parle pas trop. Par contre, je ne sais pas qui fait les couvertures de Andrew Joseph White, mais y a moyen de bosser avec cette personne ou pas, parce que les couvertures sont incroyables. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai l'impression qu'elle était nulle, mais bref, on sort pas, on change pas une équipe qui gagne. Est-ce qu'elle gagne cette équipe? On n'en sait rien. Mais on change pas l'équipe qui est moi, ma tête et mon syndrome de l'imposteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée du manque de rythme sur la chaîne. Je fais ce que je peux. Physiquement, mentalement, c'est compliqué. Créativement, c'est compliqué. Je ne peux pas promettre qu'il y aura des vidéos pendant tout le mois d'août. Je vais essayer. Merci beaucoup, merci énormément de vos retours et de vos photos sur Toi, moi et l'Apocalypse. Vous êtes adorables. Le fait que ça, là, ça existe et que ça plaise, ça rend mon petit cœur vraiment tout mou. N'oubliez pas mes deux autres bébés aussi. Je les adore. Merci d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Venez me parler de vos lectures queer de 2024 dans les commentaires, ou des lectures queer que vous aimeriez lire, du coup. Celui-là par exemple, ça peut être un bon début. Merci d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain ou un prochain dimanche.